La pluie tambourinait contre les vitres de la gare avec une violence sourde, chaque goutte explosant en milliers d'éclats lumineux sous les néons blafards. Il était 18 heures passées et la station Montparnasse se vidait peu à peu de ses derniers voyageurs pressés, leurs parapluies noirs se refermant dans un concert de claquements métalliques. Les échos de leurs pas se perdaient dans l'immensité du hall, laissant place à ce silence particulier des lieux de passage une fois désertés. Marc Delacroix ajustait les boutons dorés de son uniforme bleu marine, ses gestes mécaniques trahissant la fatigue d'une journée de travail qui s'étirait depuis l'aube. Concierge principal de la gare depuis 8 ans, il connaissait chaque recoin de ce labyrinthe de béton et d'acier, chaque bruit, chaque odeur. Ses cheveux châtain foncé, habituellement peignés avec soin, commençait à se rebeller sous l'humidité ambiante, et sa barbe de 3 jours donnait à son visage cette expression à la fois fatiguée et bienveillante qu'on retrouve chez ceux qui côtoient l'humanité dans tous ses états. Il ramassait ses affaires dans son casier métallique quand un détail attira son attention par la fenêtre. Là, sur le quai numéro 3, une silhouette immobile se découpait contre la grisaille du ciel orageux. Une femme, seule, plantée au bord du quai comme une statue oubliée par le temps. Ses cheveux châtain clair collaient à son visage livide, et sa robe de bureau, jadis élégante, pendait maintenant comme un linceul trempé autour de son corps frêle. Marc fronça les sourcils. En 8 années de service, il avait développé un 6e sens pour repérer les situations anormales. Cette femme ne ressemblait pas aux retardataires habituels qui couraient après leur train. Elle ne consultait pas sa montre, ne scrutait pas les panneaux d'affichage. Elle fixait les rails avec une intensité qui glaça le sang de Marc. Ses yeux verts, même à distance, semblaient avoir perdu toute leur lumière, comme 2 émeraudes ternes noyées dans un visage de porcelaine. Le train de 18h37 approchait. Marc pouvait entendre le grondement sourd de la locomotive qui grossissait dans le tunnel, ce bruit familier qui d'ordinaire le rassurait. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. La femme ne reculait pas. Elle restait là, immobile, ses pieds nus dans des escarpins boueux plantés dangereusement près de la ligne jaune de sécurité. Marc abandonna ses affaires et se précipita vers la sortie, son cœur battant la chamade. Ses pas résonnaient dans le couloir désert, chaque foulée amplifiée par l'écho. Il poussa la porte vitrée avec tant de force qu'elle manqua de sortir de ses gonds, et la pluie glacée le gifla immédiatement. En quelques secondes, son uniforme fut trempé, mais il n'y prêta aucune attention. Tout son être était focalisé sur cette silhouette fantomatique qui semblait défier la mort avec une sérénité terrifiante. « Madame !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le fracas de l'orage. Il courut vers le quai, ses chaussures de cuir glissant sur le sol mouillé. Le train approchait, son phare perçant la brume comme un œil de cyclope. Marc pouvait maintenant distinguer les traits de la femme avec une netteté saisissante. Elle devait avoir une 30aine d'années, mais son visage portait les stigmates d'une douleur bien plus ancienne. Ses lèvres étaient violacées par le froid, et de longs cernes creusaient ses joues comme des ombres indélébiles. « Madame, attention !» hurla-t-il à nouveau. Cette fois, elle tourna légèrement la tête vers lui. Leurs regards se croisèrent, et Marc ressentit un choc électrique. Dans ses yeux verts délavés, il lut une détresse si profonde, si absolue, qu'elle semblait avoir avalé toute la noirceur du monde. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà franchi une ligne invisible, qui avait fait ses comptes avec l'existence et trouvé le solde débiteur. Le train n'était plus qu'à quelques centaines de mètres. Dans son sac à dos, Marc avait toujours un parapluie noir, un cadeau de sa sœur décédée 3 ans plus tôt. Il l'attrapa d'un geste instinctif et l'ouvrit d'un coup sec, le tissu claquant dans le vent comme une voile. Sans réfléchir, il s'approcha de la femme et étendit le parapluie au-dessus de leurs 2 têtes. « Vous allez attraper la mort sous cette pluie, » dit-il doucement, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme ambiant. Elle ne répondit pas, mais quelque chose changea dans son expression. Une lueur fugace, presque imperceptible, traversa son regard.
comme si les mots de Marc avaient réveillé en elle un réflexe de survie endormi. Le train passa dans un grondement assourdissant, soulevant une gerbe d'eau qui éclaboussa leurs jambes. Mais ils restèrent là, tous les deux, sous le parapluie noir, dans une bulle de silence relative. Marc observait discrètement le profil de cet inconnu. Ses mains tremblaient, pas seulement de froid. Ses ongles étaient rongés jusqu'au sang, et une alliance en or pâle marquait encore son annulaire gauche, bien qu'elle fût manifestement seule. Des détails qui racontaient une histoire que Marc n'osait imaginer. Il avait vu passer tant de drames humains dans cette gare, tant de vies brisées qui transitaient d'un quai à l'autre sans jamais trouver leur destination. « Je m'appelle Marc », dit-il finalement, sans la regarder directement. Elle resta muette, mais il sentit qu'elle l'écoutait. Ses épaules se détendirent imperceptiblement, comme si la présence de cet étranger lui offrait un répit inattendu dans sa chute libre vers l'abîme. « Vous savez, » reprit-il, « j'ai travaillé ici pendant 8 ans, et j'ai appris une chose. Les gares, ce ne sont pas que des lieux de passage. Parfois, ce sont des lieux d'arrêt, des endroits où on peut reprendre son souffle avant de décider de la suite. » Un sanglot étouffé lui échappa, si faible qu'il se confondit presque avec le bruit de la pluie sur le parapluie. Marc sentit son cœur se serrer. Cette femme portait en elle une souffrance si palpable qu'elle semblait contaminer l'air autour d'elle. Il avait déjà côtoyé la détresse humaine, mais jamais avec une telle intensité. C'était comme si elle irradiait une douleur brute, non filtrée, qui vous prenait aux tripes. « Je ne vous demande rien, » murmura-t-il. « Je ne vous juge pas, je suis juste là. » Pour la première fois, elle tourna complètement la tête vers lui. Marc découvrit un visage d'une beauté tragique, marqué par les larmes et la pluie. Ses traits, malgré l'épuisement, conservaient une noblesse naturelle, comme si la souffrance n'avait fait qu'accentuer sa grâce mélancolique. Elle ouvrit la bouche, sembla sur le point de parler, puis se ravisa. Le quai était maintenant complètement désert. Les derniers voyageurs avaient disparu, avalés par la nuit naissante. Il ne restait plus que deux, sous ce parapluie dérisoire, dans cette cathédrale de béton et d'acier battue par les éléments. Marc sentait le poids du silence, mais ce n'était plus un silence menaçant. C'était un silence d'attente, chargé de possibilités. Il tendit lentement la main vers elle, paume ouverte, sans chercher à la toucher. Un geste d'offrande, de disponibilité. Elle regarda cette main tendue avec une expression indéchiffrable, comme si elle découvrait un objet venu d'une autre planète. « Prenez-le », dit-il en désignant le parapluie. « Moi, je dois fermer la gare. Mais vous n'êtes pas obligé de rester sous la pluie. » Elle secoua la tête faiblement, mais ses doigts se refermèrent malgré elle sur le manche du parapluie. Contact. Premier contact physique avec le monde depuis combien de temps? Ses mains étaient glacées, si froides qu'elles semblaient appartenir à un cadavre. Marc réprima un frisson. « Je ne peux pas », chuchota-t-elle enfin, sa voix éraillée comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Vous ne pouvez pas quoi? Accepter ça de quelqu'un. » Marc comprit. Cette femme avait bâti un mur si haut autour de sa douleur qu'elle ne savait plus comment laisser entrer la moindre parcelle de gentillesse. Elle s'était condamnée à l'isolement total, s'interdisant même les gestes les plus anodins de solidarité humaine. « Alors, ne l'acceptez pas, » dit-il avec un sourire triste. « Considérez que c'est un prêt. Vous me le rendrez quand vous irez mieux. » Cette phrase eut sur elle l'effet d'une décharge électrique. Quand vous irez mieux? Ces mots supposaient un avenir, une continuité, une possibilité de guérison. Quelque chose qu'elle avait rayé de son vocabulaire mental depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la saveur. Une larme roula sur sa joue, se mêlant à la pluie, puis une autre. Et soudain, ce fut comme si un barrage cédait. Elle pleura, debout sous ce parapluie, avec une violence qui secoua tout son corps. 8 mois de larmes retenues, 8 mois de cris étouffés, 8 mois d'agonie silencieuse qui jaillissaient enfin. Marc ne bougea pas.
Il resta là, témoin muet de cette libération, offrant sa présence comme un phare dans la tempête. Il avait compris que cette femme n'avait pas besoin de mots. Pas encore. Elle avait besoin d'espace pour vider son cœur de tout le poison qu'elle y avait accumulé. Le temps sembla suspendu. La pluie continuait de marteler le parapluie, créant une mélodie hypnotique qui berçait cette étrange veillée. Marc observait les lumières de la ville qui s'allumaient peu à peu derrière les vitres embuées de la gare, et il se dit qu'il venait peut-être de vivre le moment le plus important de sa vie professionnelle. Pas sauver une vie, du moins pas encore. Mais offrir un répit, créer une pause dans une chute libre vers l'irrémédiable. Quand ses sanglots s'apaisèrent enfin, la femme leva les yeux vers lui. Dans son regard, quelque chose avait changé. La résignation absolue s'était muée en quelque chose de plus complexe. Une question peut-être, ou un début de doute sur la fatalité qu'elle s'était imposée. « Comment vous appelez-vous » demanda Marc doucement. « Claire » murmura-t-elle, comme si prononcer son propre nom lui demandait un effort surhumain. « Claire » répéta-t-il, goûtant ce prénom qui sonnait comme une promesse de clarté dans cette nuit d'orage. « Enchantée, Claire. » Elle esquissa l'ombre d'un sourire, si fugace qu'il aurait pu l'imaginer. Mais ce sourire contenait toute l'humanité du monde. Claire tenait maintenant le parapluie d'une main tremblante, ses doigts serrés autour du manche comme si c'était la dernière chose solide dans un monde qui s'effritait. Marc sentait qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Pas maintenant, pas dans l'état où elle se trouvait. La gare se vidait complètement, les dernières lumières s'éteignaient une à une, mais il savait que sa journée de travail n'était pas terminée. « Venez, » dit-il doucement. « Il y a un petit café juste en face de la gare. Il reste ouvert tard. Vous pourrez vous réchauffer. » Claire le regarda avec une méfiance instinctive, comme un animal blessé qui ne fait plus confiance à rien ni personne. Mais le froid mordant et ses vêtements trempés eurent raison de ses réticences. Elle hocha la tête presque imperceptiblement, et ils se dirigèrent ensemble vers la sortie. Ils marchèrent sous le parapluie partagé, leurs pas résonnant sur le pavé mouillé. Marc ajustait naturellement son allure à la sienne, plus lente, plus hésitante. Il remarquait chaque détail, la façon dont elle évitait soigneusement les flaques, comme si même cette précaution dérisoire gardait encore un sens, ou comment ses épaules se voûtaient pour se protéger d'un monde devenu hostile. Le café aux deux gares était effectivement encore ouvert, sa vitrine embuée diffusant une lumière chaude et dorée dans la nuit pluvieuse. À travers les carreaux, on distinguait quelques silhouettes attablées, des voyageurs en transit sirotant un dernier café avant de reprendre leur route. Marc poussa la porte, déclenchant le tintement familier de la clochette d'entrée. L'intérieur sentait le café torréfié et la laine humide. Quelques clients éparpillés consultaient leur téléphone ou lisaient des journaux froissés. Claire s'arrêta sur le seuil, comme paralysée par cette normalité qui contrastait si violemment avec le chaos de son monde intérieur. Marc choisit une table dans le fond, loin de la curiosité des autres clients, près de la fenêtre d'où il pouvait voir les trains passer dans la nuit. Claire s'assit avec précaution, comme si la chaise risquait de se dérober sous elle. Ses cheveux mouillés collaient encore à son visage, dessinant des mèches sombres sur sa peau livide. Elle regardait fixement ses mains posées sur la table en formica rouge, ses mains qui tremblaient encore malgré la chaleur relative du café. Marc commanda 2 cafés au comptoir et revint s'asseoir en face d'elle. Le silence s'installait entre eux, mais ce n'était plus le silence lourd du quai. C'était un silence d'attente, chargé de non-dits et de questions en suspens. Claire leva les yeux vers lui, et il fut frappé par la beauté tragique de ce visage marqué par une souffrance indicible. « Merci » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du café. « De rien » répondit Marc, puis il ajouta après une pause, « Vous savez, j'avais une sœur. Elle me disait toujours qu'on reconnaît les gens qui ont besoin d'aide à leur façon de regarder les trains. Pas pour partir, mais pour disparaître. » Claire se figea. Ces mots la touchaient au cœur de quelque chose qu'elle croyait invisible,
Comment cet étranger pouvait-il lire en elle avec une telle précision? Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Comment elle est morte ?» demanda-t-elle, sa voix brisée trahissant qu'elle connaissait déjà la réponse. « Pont de Neuilly, un matin de février il y a 3 ans. » Marc marqua une pause, ses propres yeux s'humidifiant. Elle avait perdu son travail, son appartement, son compagnon. Elle s'était convaincue qu'elle ne valait plus rien, qu'elle était un fardeau pour tout le monde. Les mains de Claire se mirent à trembler violemment. Elle les serra l'une contre l'autre, mais ne put arrêter les spasmes qui la secouaient. Marc continua, sa voix devenant plus douce, plus intime. « Le plus dur, c'est que je ne l'ai pas vu venir. Ou plutôt, j'ai vu les signes, mais je n'ai pas su les interpréter. Elle avait commencé à donner ses affaires, à dire au revoir d'une façon bizarre, comme si c'était des adieux définitifs. Mais moi, j'étais trop pris par ma propre vie pour comprendre. » Claire sentit quelque chose se briser en elle. Cette histoire résonnait avec une douleur si familière qu'elle en eut le souffle coupé. Elle pensa à son propre fils, à tous les signes qu'elle avait ratés, à tous les au revoir qu'elle n'avait pas su entendre. « Votre sœur » commença-t-elle puis s'arrêta, incapable de formuler la question. « Elle avait perdu un enfant aussi » dit Marc, comme s'il lisait dans ses pensées. « Un accident de voiture. Elle se tenait responsable, même si ce n'était pas sa faute. Elle n'arrivait plus à vivre avec cette culpabilité. » Le café de Claire refroidissait dans sa tasse, une pellicule grisâtre se formant à la surface. Elle fixait ce liquide amer comme si elle y cherchait des réponses à des questions qu'elle n'osait formuler. Ses lèvres bougèrent silencieusement, puis elle laissa échapper un sanglot étouffé. « Mon fils » murmura-t-elle, et ces 2 mots contenaient toute la tragédie du monde. Il avait 8 ans. Lucas. Il traversait la rue pour aller chercher le ballon qu'il avait fait tomber. J'étais au téléphone. Une seconde d'inattention. Une seule seconde. Marc sentit son cœur se serrer. Il reconnaissait cette douleur, cette culpabilité dévorante qu'il avait vu détruire sa sœur jour après jour. Il tendit instinctivement la main vers celle de Claire, mais s'arrêta à mi-chemin, respectant son espace. « Ce n'était pas votre faute, » dit-il avec une conviction tranquille. « Tout le monde dit ça, » répliqua-t-elle avec une amertume qui lui brûlait la gorge. « Mais son père, mes parents, mes amis, dans leurs yeux, je vois la vérité. La vraie vérité. Si j'avais raccroché ce téléphone, si j'avais été plus attentive, si j'avais été une meilleure mère... » Sa voix se brisa complètement. Elle enfouit son visage dans ses mains, et Marc put voir ses épaules secouées par des sanglots qu'elle essayait encore de contenir. Autour d'eux, la vie du café continuait, indifférente à ce drame qui se jouait dans leur petit coin d'ombre. Mon mari, ex-mari maintenant, il n'a jamais prononcé les mots, mais je les lisais dans ses silences. Si tu avais fait attention, notre fils serait encore là. Il est parti 6 mois après l'enterrement. Il a dit qu'il ne supportait plus de me voir, que ma présence lui rappelait trop ce qu'on avait perdu. Marc écoutait sans juger, sans chercher à consoler avec des platitudes. Il savait que Claire avait besoin de vider ce poison qui la rongeait depuis des mois. Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme une épine qu'elle s'arrachait du cœur. Et après son départ, tout s'est effondré. J'ai perdu mon travail parce que je n'arrivais plus à me concentrer. L'appartement, les amis, la famille, tout le monde a commencé à m'éviter, comme si la mort de Lucas était contagieuse, comme si j'étais maudite. Elle leva les yeux vers lui, et Marc y lut une détresse si profonde qu'elle semblait avoir creusé des abîmes dans son regard. « Vous voulez savoir le pire ? Ce qui m'a amené sur ce quai ce soir ?» Elle prit une inspiration tremblante. « Hier, j'ai croisé une de mes anciennes collègues au supermarché. Elle était avec son fils, un petit garçon de l'âge qu'aurait Lucas aujourd'hui. Quand elle m'a vu, elle a serré son enfant contre elle, comme si j'allais lui porter malheur, comme si j'étais la mort en personne. » Marc ferma les yeux un instant.
submergé par la cruauté de cette scène. Il imaginait Claire, déjà fragilisée, recevant cette humiliation supplémentaire comme un coup de grâce. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais plus ma place nulle part, que même vivante, j'étais déjà un fantôme. Alors je me suis dit, et pourquoi pas? Pourquoi ne pas finir le travail? Un long silence s'installa. Dehors, la pluie redoublait de violence, fouettant les vitres du café comme pour rappeler le monde hostile qui les attendait. Marc réfléchissait aux mots justes, à ceux qui pourraient percer l'armure de désespoir que Claire avait forgée autour d'elle. « Ma sœur m'a laissé une lettre, dit-il finalement. Vous voulez savoir ce qu'elle m'écrivait? Je ne voulais pas mourir, Marc. Je voulais juste qu'on me voie. Qu'on voie ma douleur, ma solitude, mon besoin d'aide, mais personne ne regardait vraiment. Alors j'ai choisi le seul moyen qui me restait pour être vu. » Claire se redressa lentement, comme si ces mots avaient réveillé quelque chose en elle. « Je ne voulais pas mourir », répéta-t-elle dans un murmure, les mots de la sœur de Marc résonnant avec une vérité terrible dans sa propre expérience. « Je voulais juste qu'on me voie. Et ce soir, quelqu'un vous a vu, dit Marc avec douceur. Moi, je vous ai vu, pas comme une meurtrière d'enfants ou une femme maudite, juste comme quelqu'un qui souffre et qui a besoin d'aide. Pour la première fois depuis des mois, Claire sentit quelque chose se desserre dans sa poitrine. Cette reconnaissance de sa douleur, cette validation de son humanité, c'était exactement ce dont elle avait eu besoin sans oser se l'avouer. « Comment on fait pour continuer après ça ?» demanda-t-elle, sa voix redevenant celle d'une enfant perdue. « Un jour à la fois, répondit Marc. Ma sœur ne l'a pas su, mais vous pouvez apprendre. Il y a des gens qui peuvent vous aider, des endroits où votre douleur sera comprise, pas jugée. » Claire regarda par la fenêtre les trains qui passaient dans la nuit, leur lumière dessinant des traits dorés dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des mois, elle ne les voyait plus comme des instruments de libération, mais comme des symboles de mouvement, de possibilités, de destinations inconnues qui pourraient peut-être lui offrir un nouveau départ. « J'ai peur, avoua-t-elle. « Moi aussi j'avais peur, répondit Marc. Peur de vivre sans ma sœur, peur de porter sa mort sur mes épaules. Mais j'ai appris que la peur, parfois, c'est juste de la vie qui essaie de reprendre ses droits. » Il sortit un petit carnet de sa poche et griffonna quelque chose sur une page qu'il détacha. « Voici l'adresse d'un centre d'aide que je connais. Des gens qui comprennent ce que vous vivez. Promettez-moi d'y aller demain. » Claire prit le papier, ses doigts effleurant brièvement ceux de Marc. Ce contact, si bref soit-il, lui rappela qu'elle était encore vivante, encore capable de ressentir la chaleur humaine. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» demanda-t-elle. Marc sourit tristement. « Parce que je n'ai pas pu le faire pour ma sœur, et parce que je crois que tout le monde mérite une seconde chance de voir la beauté du monde, même quand elle semble avoir disparu à jamais. » Claire glissa le papier dans sa poche trempée, ce petit bout d'espoir qui pesait plus lourd que toutes ses certitudes de la veille. Elle ne savait pas encore si elle aurait la force de franchir la porte de ce centre d'aide, mais pour la première fois, depuis des mois, elle envisageait la possibilité d'un lendemain. Les heures s'étaient écoulées sans qu'ils s'en aperçoivent. Le café se vidait peu à peu, les derniers clients disparaissant dans la nuit parisienne. Claire avait bu 3 tasses de café froid, plus par contenance que par soif, ses mains retrouvant progressivement leur couleur naturelle. Marc l'observait discrètement, notant chaque micro-expression qui traversait son visage, chaque signe d'un retour graduel à la vie. Quand le patron du café commença à empiler les chaises sur les tables, Marc comprit qu'il était temps de partir. Mais il ne pouvait pas laisser Claire retourner dans la rue, pas après ce qu'elle venait de traverser. Il savait qu'une nuit seule dans son état pourrait anéantir tous les progrès de cette soirée. « Claire, dit-il doucement, vous ne pouvez pas rentrer chez vous ce soir. Pas comme ça. » Elle leva vers lui des yeux encore gonflés de larmes, mais où brillait maintenant une lueur différente. Plus de cette résignation mortifère qui l'habitait quelques heures plus tôt. Quelque chose de plus fragile, mais de plus vivant. « Je n'ai nulle part où aller, avoua-t-elle. L'appartement,
Je n'y ai plus mis les pieds depuis une semaine. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Marc hocha la tête avec compréhension. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Docteur Moreau, c'est Marc Delacroix. Oui, je sais qu'il est tard. Non, c'est une urgence. J'ai quelqu'un avec moi qui a besoin d'aide immédiatement. Claire l'écoutait parler, surprise par la facilité avec laquelle il organisait sa prise en charge, comme si sauver des vies au bord du gouffre était pour lui une habitude. Elle ne savait pas que depuis la mort de sa sœur, Marc avait noué des liens avec plusieurs centres d'aide, hanté par l'idée qu'il aurait pu éviter cette tragédie s'il avait su vers qui se tourner. « Il y a une place au centre Sainte-Anne pour cette nuit », annonça-t-il en raccrochant. « Le docteur Moreau vous attend. C'est quelqu'un de bien qui comprend ce que vous traversez. » Ils sortirent ensemble dans la nuit qui s'adoucissait. La pluie avait cessé, laissant place à cette atmosphère particulière des fins d'orage, quand l'air sent encore l'humidité, mais que les nuages commencent à se déchirer. Les rues luisaient sous les réverbères, comme vernies par cette averse purificatrice. Marc héla un taxi qui s'arrêta dans une gerbe d'eau. Avant de monter, Claire se tourna vers lui, et, dans un geste qui la surprit elle-même, elle prit sa main dans les siennes. Ses doigts, encore froids, se réchauffèrent au contact de cette paume calleuse et rassurante. « Merci », dit-elle simplement, mais ce mot portait en lui tout le poids de sa reconnaissance. Pour le parapluie, pour m'avoir vu, pour tout. Marc serra doucement sa main avant de la relâcher. « Promettez-moi quelque chose, » dit-il. « Promettez-moi que demain vous essaierez. »« Juste essayer, ça suffit. Je promets, » murmura-t-elle. Et ces deux mots résonnèrent comme un serment sacré dans la nuit parisienne. Le taxi démarra, emmenant Claire vers cette nouvelle étape de son parcours. Marc resta là, sur le trottoir mouillé, à regarder les feux arrière disparaître au coin de la rue. Il pensait à sa sœur, se demandant si quelque part elle approuvait ce qu'il venait de faire, si d'une certaine manière il avait réussi à transformer sa mort en quelque chose d'utile, de rédempteur. 3 semaines passèrent. Marc avait repris son rythme de travail habituel à la gare, mais il gardait un œil particulier sur le quai numéro 3, guettant instinctivement les silhouettes solitaires qui pourraient avoir besoin d'aide. Il pensait souvent à Claire, se demandant si elle avait tenu sa promesse, si elle allait mieux. Un matin brumeux de novembre, il trouva une enveloppe blanche glissée sous la porte de son bureau. Son nom était écrit d'une écriture féminine, délicate mais encore tremblante. Il l'ouvrit avec une appréhension mêlée d'espoir. « Cher Marc, il m'a fallu 3 semaines pour trouver le courage de vous écrire ces mots. 3 semaines pour accepter l'idée que je méritais peut-être de continuer à vivre, même après tout ce qui s'est passé. Le centre Sainte-Anne a été une révélation. Pour la première fois depuis la mort de Lucas, j'ai rencontré des gens qui comprenaient ma douleur sans me juger, qui m'ont aidé à voir que la culpabilité n'était pas une fatalité. J'ai appris que je n'étais pas seul, que d'autres parents avaient survécu à cette épreuve et retrouvé un sens à leur existence. Je ne vous mentirai pas. Il y a encore des jours difficiles. Des matins où je me réveille en pensant que Lucas va débarquer dans ma chambre avec ses cheveux en bataille et son sourire édenté. Des soirs où le silence de l'appartement me rappelle cruellement son absence. Mais j'ai aussi appris à voir autre chose. L'autre jour, j'ai aidé une maman au supermarché dont le petit garçon avait fait un malaise. Au lieu de voir en cet enfant le fantôme de mon fils, j'ai vu un petit être humain qui avait besoin d'aide. Et j'ai su comment l'aider. Ma douleur s'était transformée en quelque chose d'utile, de constructif. C'est le docteur Moreau qui m'a donné cette idée. Et si votre parapluie devenait le symbole d'autre chose? Et si, au lieu de disparaître ce soir-là, je choisissais de devenir celle qui tend la main aux autres? Merci pour le parapluie, Marc. Vous m'avez sauvé la vie. Claire PS. Je vous le rends bientôt, comme promis. Mais d'abord, j'ai quelque chose à faire avec. Marc relut la lettre plusieurs fois, un sourire ému se dessinant sur ses lèvres.
Il pensa à sa sœur, à cette chaîne de douleur qu'il avait peut-être contribué à briser. Claire avait trouvé un moyen de transformer sa tragédie en force, exactement ce que sa sœur n'avait pas réussi à faire. 2 jours plus tard, en finissant son service, Marc aperçut une silhouette familière sur le quai. Claire était là, mais elle avait changé. Ses cheveux châtains brillaient sous les néons, soigneusement coiffés. Elle portait un manteau rouge vif qui tranchait avec la grisaille de la gare. Mais surtout, elle tenait à la main plusieurs parapluies noirs, identiques à celui qu'il lui avait prêté. Marc s'approcha, intrigué. Claire leva les yeux vers lui et lui sourit, un vrai sourire cette fois, qui illuminait complètement son visage. Elle était redevenue belle, d'une beauté différente de celle qu'elle avait avant sa tragédie. Une beauté marquée par la souffrance, mais enrichie par la compassion. « Qu'est-ce que vous faites » demanda-t-il, même s'il commençait à comprendre. « J'observe » répondit-elle simplement. « Comme vous m'avez observé ce soir-là. Je cherche ceux qui regardent les trains d'une certaine façon. » Marc sentit sa gorge se serrer d'émotion. Claire avait trouvé sa mission, sa façon de donner un sens à sa douleur. « Et ça marche » demanda-t-il. « Hier, j'ai donné un parapluie à un jeune homme qui pleurait sur ce banc. » Elle désigna un siège métallique près du panneau d'affichage. Il venait de perdre son emploi, et sa copine le même jour. Il m'a dit que personne ne lui avait fait un geste gentil depuis des mois. Elle sortit de sa poche le parapluie original, celui que Marc lui avait prêté cette nuit pluvieuse, qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. « Je vous le rends, » dit-elle en le lui tendant. « Mais gardez-le précieusement. C'est l'objet le plus important de ma vie. Il m'a rappelé que les miracles existent encore, qu'ils ont parfois la forme d'un simple geste de bonté. » Marc prit le parapluie, ému aux larmes. Il regarda cette femme qui, quelques semaines plus tôt, était sur le point de mourir de désespoir et qui se tenait maintenant devant lui, rayonnante de cette mission qu'elle s'était donnée. « Lucas serait fier de vous, » dit-il doucement. Claire sourit, et pour la première fois depuis des mois, l'évocation de son fils ne lui causa pas une douleur insupportable. Au contraire, elle sentit comme une présence bienveillante, comme si quelque part, son petit garçon approuvait cette nouvelle direction de sa vie. « Je le pense aussi, » répondit-elle, « et votre sœur serait fière de vous. Vous avez fait ce qu'elle aurait voulu. Vous avez transformé sa mort en quelque chose de beau. » Un train entra en gare dans un grondement métallique. Les voyageurs descendirent, pressés, indifférents à cette scène qui se jouait sur le quai. Marc et Claire les regardèrent passer, mais leurs yeux cherchaient automatiquement les silhouettes isolées, celles qui traînaient, celles qui semblaient porter un fardeau invisible. « On fait équipe ?» proposa Claire avec un sourire malicieux. « On fait équipe », confirma Marc. Et c'est ainsi que commença leur mission silencieuse. Chaque jour, à la gare Montparnasse, 2 anges gardiens veillaient sur les âmes perdues. L'un portait un uniforme bleu marine et gardait précieusement un parapluie noir dans son casier. L'autre se promenait sur les quais avec une provision de parapluies identiques, guettant ceux qui avaient besoin de se rappeler qu'ils n'étaient pas seuls. Ils ne sauvèrent pas tout le monde. Certains refusèrent leur aide, d'autres étaient déjà trop loin dans leurs ténèbres. Mais ils sauvèrent suffisamment de vies pour que leur histoire devienne une légende murmurée parmi les employés de la gare. L'histoire du concierge et de la dame au parapluie, qui avaient fait de la compassion leur religion et de la gare leur cathédrale. Car parfois, il suffit d'un geste, d'un parapluie tendu sous la pluie, d'un regard qui voit vraiment, d'une main tendue vers l'abîme pour rappeler à quelqu'un qu'il vaut encore la peine de vivre. Et que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, un miracle peut surgir sous la forme la plus simple, celle d'un être humain qui refuse de laisser un autre être humain sombrer seul dans la nuit. L'histoire de Marc et Claire nous rappelle que nous sommes tous, à notre façon, des gardiens les uns des autres, et que parfois, sauver une vie peut commencer par un geste aussi simple qu'offrir un parapluie à une inconnue sous la pluie.